Je m'appelle toujours Jacques Guigou depuis un an à peu près, où on a lancé ces premiers webinaires. On se retrouve traditionnellement le premier mercredi de chaque mois pour 1 heure de 19 h à 20 h. Et ce soir, le thème, c'est être international, avec un point d'interrogation. Ce qui veut dire que, comme pour tous nos autres webinaires, mais on va essayer de voir si la réponse n'est pas plutôt dans le gris que oui carrément ou non absolument pas. Et d'ailleurs, vous avez un sondage qui est lancé dans lequel vous trouverez cette question-là. Alors, je vous invite à y répondre, pardon, en cours de route. On le débriefera comme on fait traditionnellement à la fin du webinaire. Ça nous fera une petite conclusion sur ce qu'on se sera dit pendant cette heure que l'on va avoir le plaisir de passer ensemble. Un record dans ce webinaire, c'est le nombre de participants. On a ouvert un peu plus la porte parce que effectivement, les profils sont variés, les sujets intéressants. Et on va de suite donner la parole à Mélanie Révéla, une de nos animatrices de ce webinaire. Bonsoir Mélanie, petit bout de Bonsoir. présentation. Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Mélanie Révéla. Je travaille pour Airbus Defence and Space sur le site du sud de Toulouse. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Airbus ne fait pas que des avions, mais fait aussi des satellites. Donc, on fabrique, on vend des satellites et des services associés. Donc, depuis que j'ai quitté TBS, donc je suis diplômée de Toulouse Business School, j'ai travaillé pour Airbus Defence and Space à la fois dans le marketing et les ventes, en Australie et en France, donc pour le côté international. Et depuis quelque temps, je suis à la direction de la Airbus Space Academy, qui est notre centre de formation, donc qui accueille les clients qui nous achètent les satellites et auxquels on les forme voilà, à opérer les satellites qu'ils nous achètent. C'est un petit peu l'auto-école de l'espace. Et donc nos clients sont, pour la grande majorité, des clients étrangers. Donc voilà pour le côté international. Merci Mélanie, j'aime bien l'image auto-école de l'espace. J'espère qu'ils savent bien les conduire, les satellites, parce qu'on est dessous quand même. Hein. Donc, c'est une de nos deux Mélanie de ce soir, puisque maintenant, on va trouver Mélanie Lantem. Bonsoir. Donc Mélanie Lantelme, également dans le monde de l'aéronautique. Je fais partie de Safran Group, qui est une entreprise qui est le troisième en fait équipementier dans le monde aéronautique. Donc si tout à l'heure on parlait d'Airbus, moi je fournis à Airbus les équipements qui lui permettent de assembler ses avions, ses satellites, etc. Je suis une ancienne élève de TBS. J'ai parcouru l'intégralité du monde aéronautique par le biais des fonctions commerciales. Et aujourd'hui, si je suis appelée à parler sur ce sujet international, c'est notamment par le fait que j'ai étudié et travaillé à l'étranger, mais également qu'aujourd'hui, je continue, même si je suis de retour au pays, à interfacer avec l'étranger par le biais de mes clients, mais aussi par le biais de mes collègues, puisqu'on travaille dans des équipes multiculturelles dans le monde de l'aéronautique, en tout cas, que je connais bien. Merci Mélanie. Les pays des études et du travail, c'était quoi pour toi? Espagne, Canada, puis Inde. Voilà, donc 3 pays. Alors, on a 2 anciennes étudiantes de TBS. Bon, on s'est dit qu'on allait mettre un professeur, tant qu'à faire, pour compléter le trio. Puis après, c'est promis. On sort de TBS avec les prochains invités. Cordula Barzantni, une collègue professeure, chercheur à TBS. Bonsoir, Cordula Barzantni. Moi, je suis d'origine berlinoise, ce qui explique peut-être mon petit accent. Aujourd'hui, je suis enseignante-chercheur dans le département ressources humaines et droit des affaires à TBS et je suis professeure en gestion internationale. Merci, Et Cordula. peut-être aussi ancienne. Nobody's perfect. Issue d'un double diplôme entre l'Université technique de Berlin et TBS. Voilà, donc on a vu le petit accent de Cordula, effectivement.
matinée d'allemand et de sud-ouest de la France, qui prend cet accent bien sympathique. Petit bout d'explication peut-être sur le logo qui est derrière toi, Global Mobility for Employees. GLOMO, oui, c'est un projet européen dont je suis porteuse pour la France et pour Toulouse Business School. C'est un consortium qui a gagné un appel d'offres de la Commission européenne pour presque 4 millions d'euros pour financer 15 thésards en doctorat et qui font des travaux de recherche dans nos 7 pays et 8 universités partenaires sur justement la gestion de la mobilité dans un contexte principalement entreprise. Merci Cordula. Voilà, 3 femmes, 3 hommes, c'est parité absolue ce soir. On commence par Paul. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Donc, moi, Paul Bouzin, je suis le co-gérant des Silos du Touche. Silos du Touche, qui est une petite PME, entreprise familiale, négociant en grains, spécialisée dans le soja. Alors, en clair, qu'est-ce qu'on fait? On fait produire du soja à des agriculteurs, un peu plus de 700 dans le sud-ouest, qu'on accompagne dans la culture, qu'on conseille, qu'on audite, à qui on achète la graine pour la nettoyer et l'exporter un peu partout dans le monde, et notamment en Europe et en Asie, pour fabriquer du lait de soja, du tofu, de la soy sauce, tout produit à base de soja. Donc l'international, oui, ça nous parle puisque c'est aujourd'hui 98% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est dans notre ADN et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on continue notre développement et on continue à croître avec une croissance de grosso modo 30 à 40% par an. Voilà un petit peu pour nous. Alors, 30 à 40% par an, c'est quand même assez spectaculaire, y compris dans la période actuelle, parce que je crois que tu nous disais qu'en 6 ans, vous êtes passé en effectif et en chiffre d'affaires. Oui, tout à fait. Même actuellement, et, on est des chanceux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça a même boosté encore plus la croissance sur certains marchés. Mais oui, en quelques chiffres, on est passé en 6 ans de 2 millions quasiment à 25 et 30 millions en fin d'année en clôture et de 3 employés, c'est-à-dire moi, mon père, mon frère, 25 employés aujourd'hui. Et on recrute toujours. Voilà. Et vous faites grosso modo 98% de votre chiffre d'affaires à l'export. Tu nous as dit quand on a préparé. Et dont 50% sur les marchés asiatiques aujourd'hui. Voilà, vous voyez, c'est bien d'avoir non seulement des avions, non seulement des satellites, mais aussi de l'agroalimentaire, qui est quand même une filière importante dans la région Occitanie, et de voir ces PME, on en reparlera, qui font une bonne partie de l'exportation à l'international. Pascal. Oui, bonsoir. On va passer, Pascal Legrain, donc on va passer du soja au grain, vous voyez déjà. J'ai envie de vous dire Grüezi, Metanam, et puis on traduira ce que c'est à la fin du webinaire. Bah, écoutez, je suis ravi d'être avec vous. Moi, je suis directeur des relations humaines chez Vitesco Technologies France, qui est une filiale de Continental. Donc, vous avez un morceau de Vitesco Technologies certainement dans votre moteur de voiture quelque part, puisqu'on fait du contrôle moteur. Donc, c'est une entreprise allemande. Pardon, le siège est en Bavière, pas confondre. Donc, je travaille donc dans une entreprise basée en France, mais dont le siège social est à Regensburg, à proximité de Munich. Moi, je suis ravi d'être là ce soir puisque j'ai un parcours qui m'a permis de travailler en France pour à la fois des entreprises françaises qui se développaient à l'international, passer beaucoup de temps en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, à la fois pour des opérations, je dirais, de croissance, d'ouverture de sites, mais aussi, je dirais, pour des opérations plus difficiles de restructuration, que ce soit en Afrique du Sud, aux États-Unis, mais aussi, je dirais, en Asie. Et puis, j'ai travaillé en France pour non seulement Vitesco Technologies, mais surtout travaillé en France pour Toyota, donc des Japonais qui découvraient ce qu'était le monde français. Là aussi, c'est intéressant quand vous avez un patron japonais. Et puis, je suis vraiment ravi parce que ce soir, effectivement, il y a des parcours différents. Et ce que je voudrais dire, c'est que j'ai pas envie de parler d'international, mais j'ai envie de parler d'interculturel, parce que pour moi, c'est vraiment la pierre angulaire de tout ça. C'est effectivement comment on peut arriver à converser, faire du business
avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. Et Paul nous faisait de porter son témoignage hier soir. Vu d'un peu plus loin que la France, Toulouse, c'est la banlieue de Bordeaux, réciproquement, comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, l'international, c'est avant tout l'interculturel dans un monde perturbé par cette fichue pandémie qu'est le Covid. Merci Pascal. Effectivement, on gardera une bonne partie de notre discussion ce soir sur l'interculturel. Je vous donnerai la structure de notre progression tout à l'heure. Et puis, le monsieur qui nous suit depuis pratiquement le début et qui nous amène à prendre du recul, à avoir un regard un petit peu décalé sur ces questions qui, encore une fois, sont choisies pour ne pas être ni blanches ni noires, mais qui méritent de se poser une interrogation. Jean-François Simonin. Jean-François, ton micro, voilà. Ok, bonjour, voilà, bonjour. Bonjour, Jean-François Simonin. Je suis effectivement invité régulièrement par Jacques à me joindre à ces webinaires et je le remercie. Je suis consultant dans le domaine de la stratégie et je suis philosophe. Et plus le temps passe, plus je me pose des questions de type philosophique, et notamment vis-à-vis de la question de l'international et de la mobilité dont on va parler aujourd'hui. Peut-être que j'interviendrai, mais peut-être pas, parce que comme vous avez tous, mes collègues là aujourd'hui ont beaucoup d'expériences très variées à proposer. Peut-être qu'on verra bien si Jacques me donne la parole ou pas. Voilà. Tu la prendras. Et puis hier soir, déjà, tu nous as. Alors, on prépare à chaque fois ces webinaires. Quand on a préparé, Jean-François nous a amené sur une vraie interrogation sur est-ce qu'il faut parler d'international ou est-ce qu'il faut parler de mondial dans les problématiques que l'on a à affronter actuellement. On le verra dans la conclusion. Alors, je vous propose de structurer, avant d'arriver à cette conclusion, en 3 temps. Pourquoi l'international ? Voilà. Est-ce que c'est inéluctable ? Est-ce que c'est une mode ? Est-ce qu'on va dire un petit mot là-dessus ? Puis après, on parlera des réglementations, de ce qu'il y a de réellement spécifique quand on part à l'international, parce qu'il faut quand même en dire un mot. Il y a des choses très particulières qui, des fois, étonnent les sociétés quand elles sont confrontées à cet international. Et puis, on gardera la partie, et pas que pour faire plaisir à Pascal, sur l'interculturel. On gardera cette partie parce qu'elle est réellement importante. Et on sera arrivé autour de 20 heures. Vous aurez rempli le questionnaire, le petit sondage qui est en ligne. Donc, ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Pour le moment, vous êtes 9 à l'avoir rempli. Et on se dira bonsoir. En attendant le prochain webinaire, on ira tous dans nos activités. Alors, la première partie, c'est pourquoi l'international. On peut commencer par toi, peut-être, Pascal. Alors, pourquoi l'international ? Oui, effectivement, parce que c'est le développement. C'est le développement de l'entreprise, puisque les clients ne sont pas que des clients locaux, régionaux, nationaux. Ils sont, je dirais, surtout au sein de l'Europe, mais aussi sur tout le continent, avec quand même depuis un certain temps toute une partie du monde qui s'est ouvert, je pense aux pays de l'Est. Et puis, tout ça n'est pas tellement nouveau, si on reprend un peu la route de la soie, si on parle de Venise, si on parle de Marco Polo, si on parle de Christophe Colomb. Donc, cette histoire d'international existe effectivement depuis extrêmement longtemps, avec, on voit à chaque période des prédominances, la Chine, à un moment, qui était là, et puis les Portugais qui ont découvert, les Italiens. Donc, je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est que notre histoire nous apporte le fait que l'international, finalement, a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui, ça va peut-être un peu plus vite, pour ne pas dire un peu trop vite. Donc, nous n'avons pas le choix que de faire de l'international pour nous développer. Effectivement, quand on voit ton parcours professionnel, tu as été dans des sociétés qui se sont développées en jouant la carte de l'international. Paul, c'est un petit peu moins habituel parce que toi, tu es dans une PME. L'international, pourquoi dans votre entreprise ? Alors, peut-être pour le caractère PME, c'est un peu moins habituel. Malgré tout, on est sur un marché des commodities où ce marché des commodities est mondial.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit du blé en France et on mange des baguettes en Chine. On produit du soja en Amérique du Nord et on mange du tourteau ou du tofu au Japon. Et inversement, il y a d'autres flux. Et nous, en l'occurrence, sur notre niche, qui est le soja et l'alimentation humaine, notre marché, c'est l'Asie, parce que là-bas, c'est culturel dans leur consommation de boire du lait de soja et de manger du tofu. Donc, si on voulait se développer, si on voulait augmenter nos volumes, augmenter nos marchés, il fallait prendre le sac à dos et aller voir ce qui se passait ailleurs pour vendre nos graines. Donc, voilà pourquoi l'international, comme c'était dit tout à l'heure, c'est également des flux avec des besoins qu'il faut pourvoir. Alors vous êtes basé à une quarantaine de kilomètres de Toulouse à peu près. Pourquoi vous avez choisi le soja? Alors, le soja, pourquoi? Bon, c'est notre histoire qui veut ça également. C'est pas une culture nouvelle ici, ça fait longtemps qu'elle se cultive. Pour la petite histoire, depuis Napoléon, donc il y a quelque temps. On est agriculteur également et mon père, dans les années 90, a développé la première filière de soja non OGM. Voilà, l'OGM n'avait pas forcément la même connotation qu'aujourd'hui, mais qui disait OGM disait non OGM, avec le développement des premiers industriels européens de soy food, de lait de soja notamment. Donc voilà, des industriels qui ont un besoin, des agriculteurs qui essaient de valoriser un produit. Les deux se rencontrent et commencent à développer un marché. Et pour continuer à le faire vivre, il fallait continuer à trouver des débouchés et des volumes. Donc, partir à l'international et de se faire sa petite place, sachant qu'on n'est pas du tout connu en France, en Europe, pour la production de soja, puisque c'est les Amériques qui sont les principaux producteurs et de très, très, très loin. Donc, il a fallu convaincre, vendre notre produit et montrer en quoi on était différent, à montrer en quoi on était valable également dans notre offre pour pouvoir vendre et continuer à développer nos marchés. La différenciation, donc, c'est la partie non OGM. On voit que derrière toi, le logo, il est à base de bleu, de blanc et de rouge. Ça aide l'image française sur ce que tu viens de dire, là, la différenciation? Oui, bien sûr, la différenciation, il faut partir à la base, c'est-à-dire qu'il faut déjà proposer le produit qu'attend le client, c'est-à-dire le bon produit, le bon prix, la bonne qualité, les bonnes normes. Et à côté de ça, lui raconter une belle histoire également. Je pense que c'est important. Bon, quelle plus belle histoire que l'histoire française? On a une vraie histoire, autant historique que culturelle que de notre art de vivre. Et comme vous le disiez tout à l'heure, un petit peu en introduction, pour un Japonais, Toulouse, c'est à côté de Bordeaux. Et ben oui, on fait du soja sur un territoire où on a les meilleurs vins au monde. Donc, ben sûrement le meilleur soja, j'espère. Cordula, on voit que, enfin, toi, tu as la chance d'avoir tous les ans quelques dizaines, centaines d'étudiants en face de toi. Il y a une envie d'international chez eux, que ce soit dans des grandes entreprises, des petites. Absolument, hein, je pense aussi. Une autre facette de l'international, ce n'est pas que exporter ou commercer, mais aussi faire apprendre nos manières, telles que Paul l'a dit, l'art de vivre à la française, l'art de vivre à l'européenne, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui viennent d'ailleurs et qui viennent chez nous. Et c'est la même chose après dans les entreprises, parce qu'on a aussi beaucoup d'internationaux qui se forment et qui souhaitent ensuite prendre un peu de galon, une expérience professionnelle aussi, et qui la recherchent sur la terre internationale également. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de prendre son sac à dos pour partir. Même en restant chez soi, on va être aussi entouré par des internationaux qui viennent à nous.
Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, puisque ce n'est pas forcément donné à tout le monde de partir, ni dans un contexte d'études, ni dans un contexte de travail, même si évidemment à TBS, hein, comme exemple, on est quand même très, très, très porté vers l'international parce qu'on oblige aussi tous nos étudiants qui s'inscrivent dans nos programmes de partir au moins pour un semestre à l'international, aussi bien qu'on a des internationaux qui partent et viennent chez nous pendant jusqu'à une année ou même en double diplôme. Oui, le semestre est obligatoire à TBS, donc c'est devenu la norme d'être internationaux. C'est devenu la norme, y compris dans d'autres secteurs que les avions et les satellites. Est-ce que pour nos étudiants, ils imaginent assez facilement d'aller à l'international en dehors de ce qui est l'image de Toulouse, l'avion et le satellite? Ben, je pense, et on a deux exemples de jeunes professionnels, hein, nos deux Mélanie, je pense, ils en ont profité. Et peut-être à cette occasion-là, je souhaiterais aussi saluer dans l'audience, je vois, il y a une autre collègue, professeure Martine Boutari, qui est aussi conseiller au commerce extérieur, hein, qui est une position honorifique. Sur tout le territoire français, on a des conseillers qui peuvent aussi conseiller gracieusement les entreprises au niveau de leur internationalisation. Je pense que c'est intéressant à savoir qu'un vecteur de bénéficier des contacts à l'international, c'est certainement aussi le volontariat international à l'entreprise, qui est ouvert à toute entreprise pour embaucher un jeune qui doit avoir entre 18 et 28 ans, issu au moins d'une formation Bac+2, Bac+3, Bac+5, et qui va travailler pour l'entreprise avec le soutien de Business France, quelque part à l'international pour une entreprise d'origine française. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant pour les entreprises, puisque ce n'est pas que les grands groupes qui peuvent permettre de le faire, mais le VIE s'adresse à toute taille d'entreprise et ça permettra aussi aux entreprises d'avoir un jeune soutenu et cofinancé en base à l'étranger. Et malgré le Covid, on constate quand même, vu que ce sont des déplacements à moyen terme de 6 à 24 mois, qu'on a quand même des milliers de jeunes qui ont envie de partir, et notamment dans un contexte d'entreprise française qui leur permet de garder quand même un peu un lien. On a d'autres exemples, par exemple, nos Mélanie, elles étaient tous les deux loin, elles sont revenues. On a notre DRH Pascal qui a fait un périple autour du globe en tant qu'RH et qui ont quand même gardé aussi une attache sur leur pays d'origine. On va aller voir nos Mélanie justement au travers de ces VIE. C'est des vraies expériences de vie, hein, les VIE. Pour avoir eu la chance d'avoir une fille qui en a fait un, on revient jamais pareil qu'on est parti dans ces choses-là. Mélanie, tu nous partages ton expérience sur le sujet? On ne t'entend pas, Mélanie. Un classique, désolé. Oui, pour rebondir sur ce qui a été dit, donc en fait, je suis partie non pas par intérêt professionnel, mais par pur intérêt personnel, par le biais de mes études. Donc, je suis de la génération Erasmus. J'ai toujours connu ce système. Et en plus, avec la rencontre avec les étudiants étrangers au sein de TBS, j'avais commencé à mettre un pied dans l'interculturel à ce moment-là. Donc le VIE, comme le disait Cordula, je pense que aussi bien pour les grands groupes que pour les petites entreprises, parce que pour avoir été en Inde, j'ai croisé plein de personnes qui étaient envoyées par des TPE, donc là on parle de 8 ou 9 salariés, pour trouver des matières premières pour des bijoux, etc. J'avais beaucoup d'amis qui travaillaient pour de petites structures françaises à travers l'Asie. Et c'est un merveilleux vecteur, non seulement d'avoir une connexion avec l'international, mais personnellement aussi pour la personne qui part, de grandir, aussi bien sur le plan personnel, parce qu'on voit qui est l'autre, en fait, et en fonction du pays. Pour être partie en Inde, j'ai rencontré un autre très différent de moi, en tout cas. Et puis sur le plan professionnel, je pense qu'on est mis dans
on est face à des challenges qui sont peut-être plus importants que quand on est dans notre pays natal et on grandit 2 fois plus vite, en fait, sur le plan professionnel également. L'international, si j'ai bien compris la discussion qu'on a eue hier soir, elle avait commencé déjà sur les bancs de l'école, hein, puisque tu nous disais que dans ton groupe, c'était déjà très international. Oui, c'est ce que je disais. Enfin, l'interculturel, je l'ai vécu dès les projets de groupe au sein de TDS, puisque dans mon groupe, on avait des Allemands, des Chinois, des Indiens, voilà, le monde entier, beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Donc, le monde entier était représenté. C'est le moment où vous découvrez que tout le monde n'a pas la même manière de travailler, tout le monde n'a pas la même manière de communiquer. C'est le fait d'être mené par un but commun qui nous permet en fait de faire de toutes ces différences une complémentarité et d'avancer ensemble. Mais ça, c'est de jolis mots. Je ne vais pas vous cacher qu'il y a eu énormément de conflits aussi à l'intérieur de ces groupes avant qu'on arrive à trouver cette motivation commune qui nous a tous tirés vers un but commun. Mais le but commun est très important et c'est ce qui fait que ça marche très très bien entre nous, cultures différentes, enfin, entre nous, êtres humains complètement différents. On partage l'expérience. Alors ça, c'était dans les années 2015 à peu près, 2014 ? Exactement, oui, 2015. D'accord. Donc c'était l'époque auberge espagnole, Erasmus, tous les clichés qu'on a les uns et les autres dans la tête de votre film. Erasmus, ça date de 87, donc c'est extrêmement... En fait, c'est assez vieux, Erasmus. Ça va dépendre du pays dans lequel vous partez. L'Inde, c'est plus compliqué sur le plan personnel. Donc, on n'était pas dans le film L'Auberge espagnole. Mais c'était le cas, par exemple, pour moi, quand j'étais en Espagne ou quand j'étais au Canada. Oui, là, je l'ai complètement vécu. Notre autre Mélanie, son expérience sur le même sujet. Oui, donc je rejoins totalement ce qu'a dit Mélanie hein, sur le VIE et partir à l'international. Donc, moi, c'était vraiment les mêmes motivations. Hein, même avant TB, enfin, j'ai choisi de faire une école de commerce parce que j'étais intéressée par l'international. Tout d'abord, et c'est vrai que je me suis engagée déjà dans la vie associative à la Welcome Team, hein, qui est notre association étudiante qui accueille les étudiants étrangers. Et partir à l'étranger était une évidence. Donc, j'ai fait mon échange universitaire en Australie. Je suis revenue pour terminer mon master et je suis repartie dans le cadre d'un poste avec Airbus Defence and Space pour vendre notre portefeuille en Australie. J'ai pas tant vécu l'auberge espagnole, pour être honnête, parce que j'ai fait un choix, c'était de ne pas me mélanger avec les Français. J'ai vraiment voulu m'intégrer aux Australiens et à la vie australienne. Donc, bon, c'était un choix personnel. Ça s'est très, très bien passé. J'ai adoré mon expérience. Je suis totalement d'accord avec le fait qu'on grandit beaucoup plus vite quand on est loin de chez nous. Bon, plus ou moins consciemment, c'est déjà courageux de partir plus ou moins loin. Voilà, l'Australie, c'est à 17 000 km de la France. Quand on est un jeune de moins de 30 ans, c'est plus ou moins facile. On se confronte à des habitudes de travail qui sont différentes. On se confronte aussi à des collègues français, européens qui ne sont jamais partis et qui ne comprennent pas ou qui ne se mettent pas forcément à notre place dans le décalage horaire. Et ne parlons pas quand on a des collègues au Moyen-Orient qui n'ont pas le week-end sur les mêmes jours. Hein, c'est des choses à prendre en compte dans les interactions avec nos collègues. On grandit aussi plus vite parce que souvent, alors c'est pas toujours le cas, hein, ça dépend, mais pour des petites entreprises, nous on était un petit bureau, c'était Airbus, mais on était un petit bureau. On est tout seul face aux clients. Souvent, on va faire quand même de la prospection dans ce genre de contrat. On est seul face aux clients, donc pareil, quand on est jeune, ça permet de mettre le pied à l'étrier très vite, on n'a pas le choix que d'avancer. Et notamment, alors c'est peut-être spécifique à l'Australie, mais sur des postes de vente, quand on est en région, enfin, quand je dis en région, c'est dans des pays étrangers, en fonction des pays, on peut être amené très rapidement à discuter avec des personnes dans une hiérarchie assez haute. Donc en Australie, c'était directement avec des ministres, hein, notamment des ministres ou des militaires haut placés, et ça fait grandir très très vite
sur le plan professionnel également. Et après, toute cette expérience, on la ramène aussi, si on revient, comme c'est mon cas en France, on la ramène avec nous, ce qui permet de communiquer auprès des gens en France ou en Europe sur les habitudes de vie d'un pays, pouvoir suivre sur la durée et comprendre le contexte d'un pays si on le suit. Donc, moi, quand je suis rentrée, j'ai quitté les affaires australiennes et là, dans les cadres de ma nouvelle fonction, je les reprends. Donc, ça permet vraiment d'avoir une continuité et une compréhension plus rapide des choses. Voilà, faire le pont entre l'international et la France. Quand on reste sur notre imaginaire, c'est quand même étonnant de se dire qu'une grosse boîte comme Airbus envoie une toute petite tête de pont dans un pays à l'autre bout du monde, là pour le coup c'est l'autre bout, l'Australie, et en plus de ça, en confiant, alors rien d'offensant, une petite jeune qui est juste sortie de l'école. Pourquoi on va en Australie quand on est Airbus? Alors, c'est un vrai pari. C'est pour. Alors là, dans ce cas, c'était pour ouvrir un nouveau marché. C'est pas parce qu'on est. C'est pas parce qu'on est Airbus on est connu partout. C'était pas le cas pour les satellites en Australie, notamment pour plein de raisons historiques. Effectivement, confier un portefeuille comme ça à une petite jeune ou un petit jeune, c'est un pari déjà. Mais c'est un pari avec un risque amoindri pour l'entreprise, entre guillemets. Le contrat du VIE est assez peu risqué pour l'entreprise. C'est un vrai win-win, je dirais, pour l'entreprise et le recruter, le jeune. Après, il faut aussi se rendre compte qu'envoyer quelqu'un aussi loin, sur un métier très spécifique, c'est pas si simple que ça. Parce que finalement, déjà, Airbus, c'est quand même une entreprise à majorité d'ingénieurs. Là, il s'agit d'envoyer un vendeur-marketeur, à 17 000 km, c'est-à-dire qu'il faut que la personne soit disponible, souhaite partir, n'ait pas forcément d'enfants ou de famille à charge. Et c'est pas si simple que ça. Et c'est vrai que dans mon cas, le fait d'avoir été dans le marketing et d'avoir fait mon échange universitaire grâce à TBS en Australie m'a donné une vraie plus-value, en tout cas en arrivant déjà là-bas. Puisqu'ils ont gardé ce beau profil après. Donc. Je me permets de rebondir sur ce qui a été dit par Mélanie pour le VIE et d'ajouter deux choses en fait. Donc, je suis complètement alignée avec ce qui vient d'être dit. Mais il faut savoir également que quand on part en VIE, on a un double entretien en fait, parce qu'il y a Business France qui se charge de vérifier nos motivations, mais il y a aussi l'entreprise qui nous envoie, qui va vraiment creuser le sujet pour voir quelle est notre motivation. Moi, j'étais une jeune femme qui partait en Inde. En Inde, la femme a une place qui n'est pas enviable. Et j'ai vraiment eu des questions de l'ordre du personnel, mais en tout cas, ma motivation a vraiment été mise à l'épreuve pour vérifier que j'avais envie de partir. Ça, c'est une première chose. Donc, on n'est pas envoyé non plus au front n'importe comment. Et autre chose aussi, pour les entreprises, je pense que c'est bien, en fait, d'envoyer un peu des jeunes lionceaux sur le terrain, parce que quand je voyais les commerciaux plus seniors arriver sur le marché, ils arrivaient avec des barrières mentales qui étaient énormes parce qu'ils connaissaient très très bien leurs produits et qu'ils avaient déjà un a priori sur le marché en fait. Par exemple, pour l'Inde, où je vendais des services de maintenance d'hélicoptères, on avait un gros problème, c'est que la législation n'autorisait pas les hélicoptères à voler dans plein d'endroits indiens. Mais malgré tout, on est arrivé à adapter notre offre en fonction de ça parce qu'on y a cru en fait, tout simplement. Si on avait envoyé quelqu'un qui était peut-être plus senior, on aurait peut-être moins osé ouvrir les portes. En tout cas, c'est ma vision de pourquoi envoyer la jeunesse ailleurs dans le monde. Merci, c'est bien défendu là, le volet jeunesse. C'est important de souligner qu'effectivement, c'est très préparé par les entreprises en amont. Alors, on va avancer d'un pas et aller vers la réglementation, avant de revenir sur l'interculturel. Il y a quand même des réglementations très, très différentes qui se sont imposées à ces jeunes lionceaux. Mélanie, puisque tu avais la parole. Entre parenthèses, c'est quoi le féminin de jeunes lionceaux? Il n'y en a pas. Je n'ai pas trouvé. Hein? Donc, voilà, Madame Chiappa, il va falloir la mettre là-dessus. Je pense que les lions ne sont pas assez battus sur le sujet.
Bon, alors, c'est quoi les spécificités réglementaires sur le volet que tu as eu à faire, par exemple? Donc, je pense que exporter son activité à l'étranger va demander de s'immerger dans le marché pour comprendre déjà quelles vont être les barrières en termes de normes, de législation générale. En ce qui concerne, par exemple, l'hélicoptère, comme je le disais tout à l'heure, vous avez le Brésil, où les hélicoptères peuvent survoler n'importe quelle ville, ça ne pose aucun problème. En Inde, ce n'est pas du tout le cas. Et quand vous avez des villes, New Delhi, par exemple, c'est 12 millions d'habitants, ça s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Donc, de ne pas pouvoir survoler la ville de New Delhi, c'est un véritable problème. Ce qu'il a fallu faire, donc, c'est exactement ce que disait Mélanie tout à l'heure, c'est aller voir les ministres, les militaires qui sont très investis sur le sujet et qu'il faut convaincre, en fait. Au-delà de ça, je crois que ça va dépendre de ce que vous vendez, mais moi, je vends des produits qui sont industriels, qui sont rarement faits par une seule entreprise, qui vont être faites par des entreprises qui sont basées partout dans le monde. Et là, vous allez avoir un autre problème qui s'appelle, par exemple, l'export control, qui est quelque chose qui réglemente les composants qui rentrent dans votre produit. Donc, en fait, si vous vendez à un client, par exemple, israélien, vous allez devoir justifier de toutes les matières premières qui ont été utilisées et où est-ce qu'elles ont été achetées. Et de tout ce qui rentre dans la confection de ce produit, en fait. Parce que, par exemple, si un pays arabe listé d'une liste apparaît dans les participants, le produit sera rejeté. Donc, c'est quelque chose de très important. On peut buter, en fait, sur des choses qui nous semblent mineures, mais qui, en fait, vont changer la donne. Donc, je pense que l'international, c'est enrichissant, c'est très positif, mais c'est aussi, et je pense que Paul et mes collègues en parleront mieux que moi, mais c'est aussi un énorme challenge qu'il ne faut pas prendre à la légère quand on se lance sur un nouveau marché. Oui, malgré l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Malgré toutes les organisations qui sont… En fait, il faut bien se dire qu'elles réglementent les conflits plutôt que les législations. Donc, où que vous alliez… alors, on a tendance à regrouper les pays. Par exemple, on a l'Europe. Mais même au sein de l'Europe, des fois, on peut avoir des petites différences, même si aujourd'hui, c'est quand même assez unifié. Mais c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Par exemple, quand on va en Amérique du Sud, tous les pays sont différents. Malgré le fait qu'il existe des organisations internationales, il faut s'intéresser vraiment au marché du pays. Pascal, dans ton volet, les RH, il y a des choses qu'on imagine facilement différentes. Oui, je voudrais revenir sur ce que vient de dire Mélanie, avec un exemple très simple sur la complexité des marchés. Lorsque je suis arrivé chez Toyota, Toyota a cru que le continent européen était comme le continent américain. En termes de surface, oui, en disant on va se développer de la même façon, ce sera aussi simple. Ben non, parce que l'Europe, il y a des législations, il y a autant de pays que de législations que de cultures, j'allais dire. Et c'était une approche qu'ils voulaient globale, mais qu'ils n'ont pas pu avoir, donc ils ne sont pas rentrés aussi facilement que ça sur le continent européen par rapport aux États-Unis. C'était juste une parenthèse. Après, sur la partie people, la partie RH, je dirais qu'il y a une législation du travail qui est pas du tout la même selon les pays. On a un code du travail relativement conséquent en France. Bon, maintenant, avec la pandémie, ça évolue après chaque déclaration gouvernementale, en attendant les décrets, etc. Tout ça est d'une complexité folle, mais c'est tout autre chose. Et surtout, quand vous arrivez dans un pays, je dirais que vous avez deux types, pour moi, de législation. Soit vous avez quelque chose d'extrêmement libéral, je pense notamment aux États-Unis. On peut se séparer de quelqu'un extrêmement rapidement, et puis de toute façon, ça se traite d'avocat à avocat. Vous avez le modèle irlandais, etc. Puis vous avez le modèle très encadré, qui est le modèle français. Et puis après, vous trouvez aussi un modèle qui est un modèle différent, qui est le modèle notamment de l'Europe du Nord, aussi d'Afrique du Sud. On parle de médiation. C'est-à-dire que si vous avez un conflit, le rôle de l'État est d'amener une médiation et de résoudre ce conflit de façon à ce que les deux parties trouvent une solution. Et aussi, c'est extrêmement intéressant. Et encore une fois, comprendre cette réglementation, ça veut dire qu'il faut faut avoir un relais local. Et Mélanie disait à l'instant, bah oui, on était le poste avancé. Bah moi, dans mes expériences, que ce soit au sein d'Alstom, qui est devenu General Electric, mes vrais RH, entre guillemets, n'étaient pas les RH de sièges sociaux qui me disaient de faire ce que j'avais à faire, c'était mes RH locales qui m'expliquaient ce qu'il y avait à faire.
qui m'expliquait ce qu'était le marché du travail à Singapour, qui m'expliquait les difficultés de recrutement dans certaines zones aux États-Unis, qui m'expliquait aussi ce qui se passait en Afrique du Sud ou au Brésil. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est effectivement faire confiance aux acteurs locaux, comprendre, avoir des relais. Et le dernier point sur la partie ressources humaines, c'est le fait de dire, vous entendez maintenant beaucoup de cabinets, peut-être un peu moins maintenant, mais qui vous disent, nous on est à Paris, New York, Tokyo, Londres, etc. Oui, il y a certains énormes cabinets de chasse. C'est sûr que quand ils ont été chercher Carlos Ghosn pour le faire entrer chez GM, bon, c'est Obama qui a pris son téléphone, c'est un peu différent, mais raisonnablement, quand vous faites du recrutement, pour moi, ce n'est pas nécessairement le cabinet qui est important, c'est le réseau qu'il a sur place et le consultant qu'il a sur place avant toute chose. Et on le voit bien, quand vous faites du recrutement à l'international, c'est d'abord la connaissance du marché local. Donc, j'ai envie de dire que sur la partie people, c'est un petit peu comme ce qu'expliquait Mélanie, il y a des règles du jeu, il faut vite les connaître, parce que sinon, ça risque d'être plutôt un jeu d'échecs qu'un jeu de Go, quoi. Donc, on risque plutôt de perdre son temps et de perdre de l'énergie que de gagner, de recruter les meilleurs. On vous entend plus, Jacques. Merci. Dans les règles, il y a aussi les deux approches assez différentes du droit du travail. C'est-à-dire que soit vous avez un droit du travail très minimaliste qui encadre très peu et finalement c'est la relation individuelle et contractuelle que vous avez avec votre employeur qui vous guide, soit vous avez effectivement une relation contractuelle qui est guidée, je dirais, par le code du travail, qui est guidée par la convention collective, etc., etc. Donc vous avez vraiment deux choses. Il y en a une qui est peut-être beaucoup plus souple en termes d'embauche, mais aussi de sortie d'effectifs, etc. Puis vous en avez une autre qui est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus structurée. Encore une fois, je pense qu'il n'y en a pas une qui est plus intéressante que l'autre. Il n'y en a pas une qui est plus malveillante vis-à-vis de qui que ce soit. Je pense qu'on est dans deux mondes différents. Pour avoir vécu une fermeture d'usine aux États-Unis, quand vous vous retrouvez face à 200 personnes qui vous expliquez ce qui va se passer, il y en a un qui se lève, mode américain, 130 kilos, 1m80, qui arrive devant vous et vous dites, ça y est, je vais me faire massacrer, qui vous tape dans le dos et qui vous dit, that's the business guy. C'est-à-dire que la notion, bien sûr, ils n'ont pas applaudi des deux mains ce qui se passait, mais la notion de relation était de dire, OK, ce que je perds aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai comme chèque et qu'est-ce que je vais faire demain? Ce que vous ne retrouvez pas forcément dans d'autres modèles. Je ne vais pas dire que c'est un modèle facile, je ne vais pas dire que c'est un modèle vers lequel il faut aller, mais ça veut dire aussi que c'est une relation avec le travail qui est différente. Et là, on revient bien sur l'interculturel qui m'est cher, c'est-à-dire que la relation qu'ont certains de nos collaborateurs et collaboratrices avec le travail n'est pas du tout la même. Quand j'entends aujourd'hui dans les réunions que j'ai aujourd'hui dans le groupe où je me trouve, on veut mettre dans la même boîte un système de valeurs avec des Américains, des Chinois, des Indiens, des Allemands, des Français, etc. Alors que si vous traduisez, c'est pas du tout la même compréhension. Ça me semble compliqué. Je n'ai pas dit impossible, mais compliqué. Alors, on va y aller rapidement sur l'interculturel, justement. J'aurais juste, Paul, un mot sur ces PME, parce qu'encore une fois, bon, ce n'est pas l'image qu'on a, quoi, que le tissu international, c'est plutôt les grands groupes que les PME. Comment tu perçois, toi, ça? Oui, c'est l'idée qu'on a dans un premier temps des choses parce que ça semble compliqué et difficile. Sauf que ce qu'il faut retenir dedans, c'est un petit peu comme un VIE. Il faut prendre le risque à un moment donné et il faut être ouvert d'esprit pour être à l'écoute de l'autre, qu'il ait une langue, une culture, des façons de faire différentes. Partir à l'international, voilà, c'est pour moi en tout cas, c'est d'un côté prendre le risque, parce qu'il y a des risques, il ne faut pas les nier. On a parlé tout à l'heure de réglementation, qu'elle soit sociale, de qualité, d'hygiène, sanitaire, économique. Voilà, on est quand même aussi dans un monde qui même s'il est hyper globalisé, on a quand même des blocs qui ont tendance également à se refermer quand même aussi. Donc il faut le prendre en compte. Donc moi je dirais surtout pour une PME, il faut avoir envie de prendre du risque, il faut être ouvert d'esprit, mais également il faut le préparer derrière. Voilà. Comment vous avez fait, vous, de façon très concrète? Alors, on a vu que c'était une histoire sur 6 ans, mais concrètement, qu'est-ce qui est différent dans ta boîte par rapport à il y a 6 ans? Alors, nous,
comment on a fait. Déjà, on était, même si je ne suis pas très vieux, j'étais un peu plus jeune également. Donc, on va dire tout feu, tout flamme. On a pris un billet d'avion, un sac à dos. Et pour le premier coup, je me suis retrouvé dans une auberge de jeunesse à Bangkok à faire le tour des magasins et, pour acheter du lait de soja et voir qui c'est qui produisait pour faire une liste de prospects et ensuite les contacter. C'est beaucoup de travail également, beaucoup de ténacité. Dans notre cas, c'était des appels sur Skype parce qu'on n'a pas trop d'argent et on ne veut pas trop dépenser non plus, sur WhatsApp pour y arriver. Avec en plus une difficulté dans notre milieu où le process c'est très long. C'est-à-dire entre le moment où on prend un contact et le moment où on lui vend réellement un contrat, chez nous, ça prend 3-4 ans des fois. Donc ça prend du temps aussi, l'export. Il faut se connaître, surtout dans certains pays. Par exemple, me vient à l'idée le Japon, c'est très long. Faire des affaires avec des Japonais, c'est très long. On ne prend pas la voiture, on ne va pas à Barcelone, on ne se voit pas 4 fois et on n'envoie pas un camion. C'est très très long les Japonais. Donc voilà, c'est le goût de l'aventure, de faire des choses qui nous passionnent aussi, et avoir envie de réussir aussi. Cordula, bon, on a vu tout à l'heure l'aspect VIE. C'est dans tes étudiants, c'est intégré complètement, tu les mets en alerte sur quoi? Ben, je pense on essaie quand même de les préparer à ces différences culturelles dont tous nos membres de la table ronde ont témoigné. On essaie de les préparer à être un peu moins surpris, de trouver des façons de communiquer différentes. Est-ce que Pascal avait fait allusion avec la partie interculturelle? Parce que vous avez en effet, comme Paul l'a élucidé, des cultures notamment asiatiques qui prennent beaucoup plus de temps pour vous connaître avant de faire du business, tandis que d'autres, ils ont peut-être plus pragmatique, si on pense par exemple à l'Amérique du Nord, avoir les avantages du business d'abord, et ensuite on va éventuellement boire un pot ensemble. Et je pense ces éléments-là sont toujours utiles à connaître au lieu de se rendre dans un pays sans avoir un minimum de préparation. Et en sus peut-être de la différence culturelle, je souhaiterais surtout quand même aussi porter la réflexion sur ne regardez pas forcément ce qui vous différencie de l'autre, mais essayez d'avoir une communalité, une similitude. C'est beaucoup plus difficile d'identifier cette similitude puisqu'il faut que je creuse sur quoi je peux élaborer et établir les bases communes parce qu'en fin de journée, on est tous humains. Et quand on peut travailler ce rapport humain, en général, ça peut fonctionner. Ça veut dire, pour nous tous, il faut bien utiliser toutes les antennes dont on dispose pour élaborer et collaborer dans un contexte interculturel. Alors, justement, Pascal, lui, il ne parle pas d'antenne, il parle de 3 organes pour communiquer. Tu peux nous en dire un mot? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Cordula et Mélanie. Nos Mélanie l'ont bien exprimé, de comprendre l'autre et Paul aussi, quand Paul dit « je suis parti avec mon sac à dos un peu à l'aventure ». Et je fais juste une petite parenthèse avant de parler des 3 fameux organes. C'est quand j'entends Paul exprimer ce qu'il exprime sur son courage qu'il a eu à l'autre bout de la planète, on voit qu'il y a des grosses maisons comme Airbus qui envoient des jeunes en tête de pont. Et ben, je crois que tout le monde a sa place à trouver dans ce business international. Et il n'y a pas de complexe à faire quand on est une PME à dire non, je peux pas faire de business à l'international. C'était juste pour fermer la parenthèse. Il y a de très belles pépites en France et partout dans le monde qui peuvent se développer. Je considère que quand vous faites du business à l'international, que ce soit commercial, que ce soit juridique, et a fortiori quand vous travaillez avec des people, il y a 3 éléments majeurs à mon sens. C'est que quand je dis qu'il faut avoir la tête bien faite, il faut se comprendre déjà hein, quand on veut avoir un intérêt pour l'autre, parce que si, notamment dans la fonction RH, si vous n'avez aucun intérêt pour les autres, il faut rester derrière son SIRH à faire des plans de succession qui ne marcheront jamais, mais c'est une autre histoire. Donc je pense qu'il faut déjà
se comprendre. Donc, il y a un niveau d'intelligence. Et quand vous êtes chez Airbus ou dans une autre entreprise, faut comprendre le produit. Paul disait, oui, je voulais comprendre comment ça fonctionnait, ce que les gens achetaient, ce que les gens goûtaient. Mélanie disait, oui, j'essayais de comprendre ce qu'était la réglementation des hélicos. Oui, je comprends que c'est bien différent, effectivement. Donc là, on est sur un niveau purement technique. Il faut un peu de courage parce qu'à un moment, oui, il faut oser aller voir le ministre, il faut aller voir le directeur de cabinet, il faut aller voir la bonne personne. Il y a peut-être un chef à plume là qui se cache derrière tout ça, qui va tout bloquer. Quand vous arrivez aussi face à quelqu'un pour lui annoncer une mauvaise nouvelle, j'ai dû aller voir effectivement ma responsable des ressources humaines lorsque j'étais dans l'aéronautique pour lui annoncer en Afrique du Sud qu'on allait fermer son usine. Je crois que j'étais habillé pour 28 hivers. J'en ai pris plein la figure pendant 1h30 et elle n'a pas ouvert la boîte de chocolat que je lui avais amenée de France, mais en tout cas, elle a apprécié parce que je l'avais écouté et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que j'avais du cœur. Alors, c'est peut-être paradoxal quand je vous dis que vous avez du cœur quand vous annoncez une mauvaise nouvelle, mais vous êtes au bon niveau de jeu pour comprendre ce que vous dit de l'autre, même si vous parlez mal anglais. On ne parle pas mal anglais. Il n'y a que nous, les Français, qui disons qu'on parle mal anglais. Non, quand vous avez quelqu'un qui parle anglais en face de vous, il a aussi son accent, il acceptera vos fautes. 2, vous avez le courage de venir en annonçant des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Vous avez le courage de mettre le pied dans la porte pour y arriver. Et puis 3, vous dites les choses comme vous devez les dire, quoi. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est effectivement le cœur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous partagez quelque chose avec quelqu'un. Quand vous retrouvez, je suis désolé, je vais prendre un autre exemple, il n'est pas drôle du tout, mais je veux juste l'illustrer. Quand vous retrouvez face à 150 personnes en Afrique du Sud, que vous annoncez une fermeture d'usine et que vous avez dans la salle de réunion devant vous les blancs, les métis et après les noirs, parce que c'est issu de l'apartheid, au moment où vous faites l'annonce, vous arrêtez et il y a un brouhaha au fond de la salle parce que ce sont les noirs qui se lèvent et qui commencent à chanter des chants zoulous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le culturel, c'est ça le comprendre. Et effectivement, derrière, c'est très difficile parce que vous avez une émotion extrêmement forte et vous essayez de comprendre. Et je crois que Jean Simonin, qui est consultant et philosophe, c'est qu'est-ce que vous allez chercher chez l'autre quand vous arrivez, parce que finalement, vous êtes le petit Frenchie de malheur qui est arrivé et qui peut-être allait repartir. Et je crois que ce qui est important, et je voudrais vraiment insister, c'est de dire que, je ne veux pas dire que le monde est à nous, je crois beaucoup, énormément, je pense qu'on peut encore plus aujourd'hui, quand tout reviendra normal, on peut faire des choses fabuleuses. On peut aller à l'autre bout de la planète, on pouvait encore y aller pour 3 fois rien au bout de l'Europe avant cette fichue pandémie, mais ça veut dire aussi qu'à un moment, quand on a ce déplacement à l'international, moi j'ai toujours dit, j'étais heureux quand je voyais pas de Français, quoi. Parce que j'étais tellement imprégné, j'en vois 2 qui sourient, on est tellement imprégné qu'il n'y a plus les réflexes, il n'y a plus tout ça, et ça c'est extrêmement important. Et quand vous revenez en France, vous revenez pas en disant « oh là là, on a de la chance dans notre pays », vous revenez parce que vous avez le plaisir de retrouver vos racines. Et juste une dernière anecdote, je me souviens un matin très tôt à Paris prendre un café croissant, je revenais de l'étranger, je revenais travailler en France, et le monde de la nuit et du jour à Paris qui se mélangeait à 6h30 dans un bistrot, dans un quartier un peu moyen sur Paris. Et il y a un type qui me dit, disons, le cravaté, il est bien heureux ce matin. Mais j'ai le cravaté, il est bien heureux parce qu'il retrouve ses racines. Et c'est ça aussi qui est important. Et comment comprendre les racines de l'autre aussi, c'est essentiel. Effet. Jean-François, on a parlé de toi là. Tu veux intervenir? Tu as… Non, pas trop. Ou alors juste pour dire que, bien sûr, on parle de plus en plus d'international. Hein, ce serait un lieu commun de le répéter, mais je voudrais attirer l'attention sur… Et puis dans les stratégies d'entreprise, elles sont de plus en plus internationales. Simplement, je vois qu'on est peut-être au bout de quelque chose là. Enfin, je ne sais pas, je pose la question. Vous le savez, avec le Covid, on a beaucoup posé la question de savoir si la mondialisation n'était pas allée un peu loin, si faire le tour du monde à des produits n'est pas un peu débile. Et je vois poindre, moi, des problématiques, des enjeux de civilisation, des enjeux planétaires, plutôt que des questions internationales. D'ailleurs, par exemple, vous parlez d'Airbus, de Safran, dans ces entreprises-là, on parle de plus en plus en termes de plaques continentales. Il y a 10 ans, on rêvait que chaque morceau d'avion allait pouvoir se faire à un bout du monde où il serait le moins cher dans une seule usine, et on ne discuterait pas. On revient de ça, on parle en plaques continentales. Et même à l'intérieur des continents, je pense que les questions énergétiques vont représenter des soucis à l'avenir pour pouvoir continuer à travailler dans le respect des limites planétaires. Je vois monter la question des limites planétaires, déjà d'un point de vue géophysique, biophysique, j'ai envie de dire, du point de vue énergétique, et même on est dans un survivalisme aujourd'hui
où chacun, dans une logique un petit peu de prédation, utilise les ressources comme il le peut. Et je vois monter les problématiques ITAR, dont vous n'avez pas parlé, mais que vous connaissez bien, hein, je pense notamment Mélanie et Pascal, les problématiques ITAR qui tendent comment dire, quand le politique reprend la main, c'est parfois pour empêcher l'internationalisation comme on la faisait jusque dans les années 2010. Et donc, comme je vous le disais hier, je crois que la question de la mobilité, on parle d'international, ça veut dire mobilité. Je crois que la question de la mobilité va devenir centrale, il me semble. Peut-être que je me trompe, je ne suis pas très sûr. Je crois que la question de la mobilité, elle se pose déjà dans pas mal de travaux de certains philosophes dont j'apprécie les travaux. La question, elle se résume ainsi. Est-ce que l'hypermobilité, telle qu'on l'a rêvée depuis 50 ans en Occident, est-ce que c'est vraiment un acquis définitif de la civilisation ? Est-ce qu'on ne va pas devoir réapprendre à raisonner territorial, local? Et je crois d'ailleurs comprendre que maintenant, les stratégies d'entreprise, même des grands groupes, ne rêvent plus forcément d'être les plus grosses et les plus internationales. Elles cherchent à avoir des portefeuilles plus diversifiés, quitte à ce qu'ils soient plus ancrés territorialement. Voilà, Jacques, excuse-moi, c'était juste pour apporter un petit peu le contrepoint, de toute façon. Non, mais je pense que c'est vraiment, c'est des vraies questions, quoi. C'est essentiel. Pour en rajouter une couche, et peut-être qu'on peut continuer à partager sur ça, on voit qu'il y a des questions qui sont mondiales et qui ne sont pas internationales. International, ça veut dire sur un certain nombre de pays. Or, une pandémie, un réchauffement climatique, c'est tous les pays, tout le monde. Ça n'a pas de sens, on le voit avec les vaccins. Si tout le monde n'est pas vacciné, ça ne sert à rien qu'il y ait une population qui soit vaccinée. Donc, je pense qu'au-dessus, il y a effectivement cette couche qui risque de durer, dont on peut dire un mot. Et puis, il y a cette autre question qu'on a évoquée, qu'on entend dans un certain nombre d'entreprises, sur mais la culture internationale, c'est la métaculture de l'entreprise. C'est ce qu'on arrive à installer quand on est un grand groupe et qui fait que les différentes filiales, elles travaillent avec cette espèce de métaculture. Comment vous réagissez là, les uns et les autres? Il nous reste 3 minutes. Il faut qu'à l'intérieur, on débriefe le sondage. Donc, c'est vraiment très, très court. Je vous laisse la parole. Qui la veut, la prend. Je voudrais juste ajouter à l'intervention de Jean-François que je pense quand même, malgré les localisations ou de la démondialisation actuelle à cause du Covid, on a besoin quand même d'une entente beaucoup plus mondialisée, d'où l'interculturel qui ne va pas disparaître malgré le Covid, malgré certaines interdictions actuellement de voyager, de se déplacer au large, puisque ces réponses doivent être des réponses communes à la planète. D'où je pense l'intérêt pour l'international et l'interculturel ne va pas disparaître, même si actuellement on fait beaucoup plus d'ouverture digitale et intellectuelle que physiquement vraiment se déplacer. Mais je ne pense pas que cet intérêt est décroissant. Par contre, les entreprises se sont organisées pour pouvoir continuer évidemment la partie physique, approvisionnement, production et autres, vu que la pandémie nous a imposé certaines frontières physiques. Une autre réaction sur ces choses-là, dans les 2 minutes qui nous restent? Je partage par rapport à ce qui est exprimé sur la mondialisation. Je pense que les entreprises aujourd'hui, effectivement, ont une vision du monde comme si c'était un gâteau à se partager, clairement, surtout les grosses entreprises. Je crois qu'aujourd'hui, pour avoir vécu ces mouvements de balancier d'entreprises très locales qui ont essayé de se développer, etc., je pense que quelque part, les régions vont devenir de plus en plus fortes parce qu'on peut toujours, effectivement, avoir une stratégie mondiale. On voit bien que ce ne sont pas les plus gros qui arrivent en tête. Je pense que j'aime pas les mots agilité, flexibilité. Je crois que c'est le local qui prime à chaque fois. Parce que le paradoxe qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a envie, on a tous un iPhone qui a fait 18 fois le tour du monde, et puis on a Paul qui est dans sa PME, dans son entreprise, à quelques dizaines de kilomètres de Toulouse, qui prend son sac à dos et qui vend son soja à l'autre bout du monde. Et puis à côté de ça, vous avez aussi une envie de bio, de naturel, de proximité. Donc je pense qu'il y a un paradoxe dans tout ça, et ne plus tenir compte des spécificités locales ne durera pas longtemps. Et je pense qu'on a malheureusement des exemples avec la pandémie, c'est qu'on voit bien que
On est complètement maltraité par des choses complètement irréalistes. Un bateau dans le canal de Suez, quel bateau allez-vous me dire, allait bloquer le monde entier sur l'approvisionnement de composants électroniques, quoi. C'était pas la sardine dans le port de Marseille, hein, mais quand même. Merci. Eh bien voilà, il est 20 heures. On va s'arrêter sur la sardine dans le port de Marseille, qui est de l'international. Je vous partage les résultats du sondage en guise de conclusion. Votre entreprise est internationale? Non, pas du tout. Non, elle ne le peut pas. Oui, de plus en plus. Oui, complètement. Si on cumule les deux, alors attention, hein, on est sur des petits effectifs pour que les sondages soient significatifs, mais on est quand même à pratiquement 70% de oui. Pour une entreprise aujourd'hui, ne pas aller à l'international, c'est se priver de réel développement, 62%. Donc on voit qu'effectivement, l'international, il faut y aller pour la majorité des entreprises. Aujourd'hui, ne pas avoir dans son CV une période d'au moins 6 mois à l'étranger, c'est différenciant positivement quand on cherche de l'emploi. Étonnant. C'est une erreur complète pour son employabilité, c'est indifférent pour être recruté, c'est un plus, mais qui n'est pas majeur. Et vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on perçoit, ça se banalise. Depuis 3-4 ans, tous les étudiants qui sortent, non seulement de TBS, mais d'autres endroits aussi, ont fait une période d'au moins 6 mois ou 1 an à l'international. Pour ce qui vous concerne, vous avez passé un séjour à l'étranger dans le cadre d'un emploi ou d'un stage. Oui, 3 mois, 8%. Oui, 6 mois, 8%. Environ 1 an, 0%. Plus d'1 an, 31%. Et non, 54%. Donc, il y a encore à développer ce volet-là. Et alors là, ça a été une cause de déception pour moi parce que j'ai pris les 10 langues les plus parlées au monde dans leur langue natale. Le premier, c'est le chinois. Donc, on vous posait la question, dans quel pays de préférence pour un séjour de 6 mois à l'étranger on parlerait l'anglais? On voit que c'est la grosse majorité. Et le français, on l'a rajouté. Les sondages Zoom sont limités à 10 propositions. Donc, on a enlevé, je ne sais plus lequel, un langage qui n'est pas courant, pour mettre le français, mais on est 14e dans le classement. Le Covid va conduire les entreprises à ne rien changer dans leur stratégie internationale. Donc, le monde d'après, pour 46%, sera comme celui d'avant. À se concentrer sur des pays, sur moins de pays, mais en priorité européens, 38%, à se concentrer sur moins de pays, quelle que soit la zone. Et puis, la dernière question, hors période de crise sanitaire, le frein le plus fort pour aller à l'international serait pour votre entreprise la langue, les déplacements, les produits ou les services qui ne sont pas nécessairement appropriés, la logistique et pour 23%, aucun frein. Voilà, merci beaucoup à tous. C'était à tous nos intervenants, c'était vraiment super. On n'a pas eu beaucoup de questions, mais vous aviez plein de choses à dire et qui ont couvert, je pense, l'essentiel des interrogations qu'il a pu y avoir. Un grand merci. On se retrouve le premier mercredi du mois de mai. Et là, on se demandera si entreprendre, c'est une nécessité, si c'est une aberration dans le contexte actuel. Ce sera aussi une question dans laquelle tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Grand merci, très bonne soirée. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.